Est-ce que tu reconnais cette typo là? Et elle? Et celle-ci? Et elle? Et celle-ci, tu la reconnais? Ouais, j'en étais sûr. Salut à tous et bienvenue sur Annex. Aujourd'hui, on va parler typographie, mais pas n'importe lesquelles. On va plonger dans l'univers de l'un des typographes français les plus influents du XXe siècle, Roger Excoffons. Mais Tony, qui c'est exactement? Et Roger Excoffons, il naît en 1910 à Marseille, dans une petite famille de meuniers. Son père, il est aussi juge au tribunal de commerce et il aimerait bien que son fils fasse du droit. Roger, lui, c'est pas vraiment son truc le droit, mais bon, il va quand même s'y mettre et part étudier à Aix-en-Provence. À 19 ans, il monte à Paris pour continuer ses études et là, bam, gros choc pour lui. Il arrive dans une ville qu'il connaît pas du tout et prend une petite chambre d'hôtel un peu glauque à Saint-Germain-des-Prés où il va y passer quelques mois. Ses années d'études, il les passe entre le droit, la philo et les débats enflammés avec ses amis à la Sorbonne. Roger, il se rend compte que c'est pas vraiment son truc et là, bam, déclic pour lui, il développe une vraie fascination pour l'art et la peinture. Il découvre des noms comme Van Gogh, Modigliani, Picasso. Il décide de lâcher ses études de droit, l'annonce à son père. Au début, ça passe moyen, mais son père le soutient finalement car en fait, il se souvient que dans ses années de jeunesse, lui-même écrivait quelques poèmes. Il tente alors de rentrer aux Beaux-Arts et aux Arts Déco, mais il rate les concours. Pas grave, il est déterminé, il décide de se former lui-même à l'art et à la peinture. Il garde toujours un carnet sur lui, histoire de croquer soit les serveurs dans les bars à café, soit ses amis. Et en parallèle, dans sa petite chambre un peu glauque, il a une œuvre qui s'amuse à peindre, repeindre et à recommencer sans cesse. Il la nomme le chef-d'œuvre que je n'ai pas encore réalisé. C'est comme ça que Roger va passer ses années 1930 à 1939. Il étudie un peu, bosse beaucoup, car entre-temps, il a rencontré sa femme Madeleine Trézière à Marseille. Mais une chose ne change pas pour notre Roger, il ne s'arrêtera jamais de dessiner. Seulement, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, et là, c'est un vrai tournant dans sa vie. Roger dira plus tard qu'aussi terrible la guerre soit-elle, elle lui aura été bénéfique, elle l'aura forcé à sortir de sa routine. Il a affecté l'artillerie, mais honnêtement, il en a pas grand-chose à faire. Roger, il reprend donc ses anciennes habitudes, il dessine et croque ses camarades soldats, ce qui les amuse beaucoup. Et un jour, un général qui passe par là demande qui a fait ça et repart sans rien dire. Le lendemain, surprise, Roger est transféré à l'état-major. Là, on lui confie une toute nouvelle mission, créer des graphiques pour régler les tirs d'artillerie. Ce travail lui fait découvrir des notions de calcul et dessin industriel qu'il n'avait pas auparavant, mais lui font surtout comprendre un fait essentiel, ces dessins ont un vrai impact. Ce ne sont plus juste des croquis dans un carnet, ce qu'il dessine a un vrai impact sur le champ de bataille. Il comprend alors ce que signifie être responsable. Ces tracés peuvent littéralement décider de la vie ou de mort de soldats. Après l'armistice de 1940, il rentre à Marseille. Paumé, un peu déprimé, il sait pas vraiment trop quoi faire. Alors qu'un jour il est assis sur un café du Vieux-Port, sa femme vient le voir et lui annonce qu'une agence parisienne, Robert Alexandre, cherche un dessinateur. Roger y postule, il est embauché. Mais le contexte économique est assez compliqué pour l'époque et les commandes, elles se font rares. Roger, il doit donc trouver autre chose. Il s'installe donc à Pithiviers où il enchaîne quelques petits boulots tout en continuant de peindre et de perfectionner son art. En 1945, lors d'un repas de famille, il va faire une rencontre qui va tout changer. Il rencontre le mari de sa sœur, Marcel Olive, dirigeant d'une fonderie typographique à Marseille. Marcel veut développer la branche parisienne et propose à Roger de prendre la direction. Roger a alors 35 ans, 2 enfants et pas vraiment de boulot. Il accepte donc l'offre et repart donc à Paris. Mais qu'est-ce qui l'attend là-bas ? D'abord, on va se pencher un tout petit peu sur la fonderie Olive où Roger Excoffons va faire la plus grande partie de sa carrière. Cette fonderie typographique, elle est quand même assez vieille, elle a été créée en 1863 à Marseille. Et c'est seulement en 1936 que Marcel Olive va reprendre l'affaire familiale. Dès son arrivée, il va donner un vrai coup de boost à l'entreprise. Il lance notamment une première typographie, Banville, qui va servir à la fois de titrage et de texte de labeur, ce qui est quand même assez rare pour l'époque, parce que normalement c'est soit l'un, soit l'autre. Et cette fonte, elle va introduire une toute nouvelle technique qui va servir à solidifier les plans. Marcel, il va se rendre compte d'une chose, c'est que innover, c'est bien, mais se protéger, c'est quand même mieux. Alors, il va juste poser un brevet sur la Banville, histoire de ne pas se faire copier par les autres, en fait. Et cette approche, qui est quand même beaucoup plus commerciale, va clairement aider l'entreprise à se démarquer. Marcel, il continue le développement de l'entreprise, et en 1945, il rencontre notre fameux Roger Excoffons, à qui il a proposé de prendre la direction de la branche parisienne. Marcel, de son côté, lui, reste à Marseille pour continuer de développer la stratégie commerciale de la fonderie. Et donc, Roger commence et au début, il va pas du tout toucher à la typographie. Son job, c'est de faire connaître la fonderie à Paris pour faire face aux gros mastodontes de l'époque comme Les Bernier et Péniaud. Et ces premières publicités, elles vont clairement s'inspirer de leur style et ça va pas marcher. Alors il change totalement d'approche. Il décide de prendre les caractères les moins utilisés de la fonderie Olive pour en faire des posters impactants. Et là, il se découvre une vraie passion et un vrai talent pour la pub. Petit à petit, il prend ses marques jusqu'au jour où Marcel va lui demander de faire une typographie
pour pouvoir rivaliser avec des Bernier et Peignot qui à ce moment-là vont sortir le Peignot qui est dessiné par le célèbre Adolphe Mouron-Cassandre lui-même. Sauf que problème, Roger ne connaît absolument rien à la typographie. Mais bon, comme d'hab, il se démonte pas et il va y aller. Il reprend donc une police déjà existante du catalogue Olive, la Chambord, avec laquelle il va s'amuser pas mal et va la décliner en plusieurs styles. Bingo, la typo se vend super bien et fait carrément grimper la notoriété de la fonderie et même le chiffre d'affaires. Marcel et Roger, ils veulent aller encore plus loin et ils vont se poser la question comment continuer à se démarquer. En premier, ils veulent proposer des typographies qu'ils appellent vivantes, c'est-à-dire faire des typographies qui s'éloignent des textes de labeur, des livres ou des journaux et vont se concentrer sur les titrages. En deuxième, ils vont aller à la rencontre des imprimeurs. Ils vont faire le tour de France et vont visiter une centaine d'entreprises. Ils vont beaucoup parler avec eux, vont poser des questions sur leurs contraintes, ce dont ils ont besoin et ils vont adapter leur création en conséquence. Et troisième point, ils vont miser sur la publicité. Ils vont acheter des espaces stratégiques comme les 4e de couverture dans des magazines spécialisés de l'époque. Mais bon, ils sont pas les seuls à encore vouloir se développer. Des Bernier et Peignot, encore, ils vont sortir un nouveau caractère, cette fois dessiné par Marcel Jacquenot. Et un jour, un article va apparaître dans un magazine spécialisé et Roger Excoffons, ce petit filou, il va prendre une loupe et va commencer à scruter la photo pour essayer de voir ce que Jacquenot est en train de dessiner. Il esquisse quelques croquis qui ressemblent un petit peu à la typo, sans copier, il apporte un tout petit peu son style et la présente à Marcel. Et Marcel va dire une phrase clé, banco, à condition que tu me la sortes en 2 mois. Et 2 mois, c'est super court, c'est même ultra court parce que normalement, il faut plusieurs années pour développer une typo. Mais Roger, comme d'hab, il va relever le défi, en 2 mois, c'est terminé et le nom est évidemment tout trouvé, ce sera le Banco. Elle sort en 1951 et c'est un succès immédiat. Son design, il est inédit pour l'époque. Elle est légèrement penchée, on dirait qu'elle a été dessinée avec une brosse. Les éléments sont parfois un petit peu détachés, ce qui lui donne une vraie personnalité et un vrai dynamisme. Très vite, elle est utilisée de partout. Dans les magazines, sur des affiches, dans des catalogues, dans la rue, de partout, même sur des photos de la guerre du Vietnam. Mais surtout en France, où elle va devenir emblématique des devantures, des boucheries, des salons de coiffure, des charcuteries, des petits magasins, etc. Ça devient un vrai symbole du style typographique français de l'après-guerre. Et ça, c'est juste le début pour notre Marseillais. Qu'est-ce qui s'est passé après, Tony ? Après le succès du Banco, Excoffons il perd pas de temps et enchaîne directement avec de nouvelles créations qui vont marquer l'histoire de la typographie. En 52, il se lance dans un projet totalement fou, créer la police script idéale qui garderait toute l'énergie et la spontanéité de l'écriture à la main, tout en s'adaptant aux contraintes techniques de la rigidité du plomb. C'est là qu'il invente le Mistral. Il va se mettre à étudier différents types d'écriture et même consulter des graphologues pour tenter de comprendre les secrets de l'écriture. Un jour, en découvrant les écrits de Louis Jouvet et de Maximilien Box, il se rend compte que leur style ressemble beaucoup au sien. Il décide donc de baser Mistral sur sa propre manière d'écrire. Une fois ce choix fait, il bricole quelques trucs techniques. Par exemple, il fait varier la hauteur des lettres entre elles, mais de manière contrôlée pour que ça reste lisible. Il ajoute des petites inclinaisons sur les ascendants et descendants des lettres, histoire de donner un effet dynamique dans ses dessins. Il fait aussi attention à ce que chaque lettre ait sa propre forme. Pas question de prendre le B minuscule et de le retourner pour en faire un D. Il va même aller jusqu'à faire plusieurs dessins pour la même lettre. Par exemple, le S utilisé à la fin d'un mot aura un dessin totalement différent du S placé au milieu. Les lettres avec des accents, elles ont droit au même traitement de faveur. Le U, il sera différent du U accent grave, du U tréma et du U circonflexe. Et c'est pareil pour certaines lettres appelées des bigrammes, comme le double L, le ST ou encore le QU. À la sortie de Mistral en 53, c'est à nouveau un énorme succès. Adrien Frutiger lui-même, un grand typographe de l'époque, va lui dire « Mon cher Roger, le jour où j'ai reçu le Mistral, j'ai passé la matinée avec le compte-fil en me disant comment a-t-il pu faire ?» Ce style fluide et énergique va faire un carton et va même devenir un classique du design dans les années qui suivent. Elle devient la typo préférée des bouchers, des boulangers, des coiffeurs, aux côtés du Banco, à tel point qu'on va en faire une overdose. En 2011, Mistral aura le droit à un nouveau prestige. Elle a été sélectionnée pour le titre et générique d'un film américain à succès, Drive, avec Ryan Gosling, ce qui va lui offrir une nouvelle jeunesse. Enfin bref, revenons-en à Roger, tout ça a donné envie à notre Marseillais de continuer sur cette lancée. Il en dessine alors une variante avec une brosse plus grasse et on lisse les contours, se démarquant de l'aspect rugueux du Mistral pour évoquer la souplesse du pinceau encore humide. Quelques modifications plus tard, naît le Choc qui lui aussi deviendra un best-seller. Il va également concevoir d'autres polices d'écriture comme Calypso et Diane, chacune ayant sa propre identité et son propre
propre style assez distinctif. Bref, le mec enchaîne juste banger sur banger, alors qu'il ne croyait pas encore en ce qu'il faisait il y a encore 10 ans. Et il ne va pas s'arrêter là. Et oui Tony, Roger c'est plus qu'un typographe. Et en 1956, il va créer sa propre agence de pub, Urbi et Orbi, U et O. Et avec cette agence, il va notamment assurer la direction artistique d'Air France. Pour eux, il va dessiner un logo qui va être utilisé de 1958 à 2008. 50 ans. Un logo historique qui aurait pris 45 minutes de travail pendant une pause déjeuner. Mais bon, il y a un petit peu de contexte à avoir autour de ça. En fait, au même moment, un petit peu partout en Europe, il y a beaucoup de typographies linéales qui sortent à l'esthétique hyper suisse, comme par exemple Neues Grotesque de Max Menninger qui va être plus tard Helvetica, ou encore Univers de Adrian Frutiger. Et Roger, lui, il peut pas laisser passer ça. Il faut qu'il fasse une typo pour les concurrencer. Et ses collaborateurs, ils vont lui proposer plusieurs lettres de cette linéale et ils vont accidentellement écrire le mot Catsilou. Ça sonne bien provençal, bien marseillais. On commence à connaître la chanson, ça devient le nom de cette typo. Il va travailler ce caractère, il va la rendre très grasse pour pouvoir la sortir rapidement et l'expérimenter sur de la pub. Et un jour, pendant cette fameuse pause déjeuner, il est avec un client et il va s'adresser à son collaborateur José Mendoza y Almeida en lui demandant « José, j'ai un rendez-vous à 13h30 avec la direction d'Air France. Pouvez-vous me dessiner rapidement les mots Air France en Catsilou ?» Roger emporte le dessin et le montre au dirigeant d'Air France qui l'accepte immédiatement. Le logo va se retrouver sur tous les bâtiments, les avions, les papiers et les publicités du transporteur pour les 50 années à venir. Il va continuer cette typo et finalement il va l'appeler Nord et va la compléter avec 11 déclinaisons créant ainsi l'antique-olive. Et ce sera la toute dernière typographie commercialisée de la part de Roger Excoffons. Encore un autre succès qui va permettre à Roger de se démarquer de ses concurrents. Avec son agence de pub, il crée aussi de nombreuses affiches pour de grandes marques comme la SNCF, Dunlop et Sandoz, Air France et l'emblème et les pictogrammes des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 58. Et voilà, on arrive à la fin de l'histoire sur l'univers foisonnant de Roger Excoffons. Ce qui le définit le mieux, en dehors de son style hyper expressif et de son talent, c'est sa résilience. Il a douté, changé de voie, il a affronté pas mal de galères, mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais lâché, sa passion. Il a su saisir les bonnes opportunités et imposer sa vision et a laissé une véritable empreinte. Là où beaucoup de typographes de l'époque cherchaient de la rigueur et la structure parfaite, Roger, lui, a donné du mouvement, de l'émotion et un vrai style à ses caractères. Ses polices comme Mistral, Choc ou Banco ont littéralement habillé les rues françaises. On les voyait de partout en fait à ce moment-là, que ce soit dans les bars, les commerces ou les petites boutiques. C'est une vraie signature graphique qu'on reconnaît entre mille. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de les croiser. Son héritage, il disparaît un peu petit à petit. Quand on a voulu les filmer dans la rue avec Tony, on les croisait pas vraiment quoi. Beaucoup pensent que maintenant son style fait un peu vieillot et un peu kitsch, et malgré quelques tentatives comme dans le film Drive pour essayer de lui donner un petit peu de fraîcheur, ça marche pas toujours quoi. Peut-être qu'on l'a juste trop vu à une époque et qu'aujourd'hui on a un peu besoin de changement. Mais justement, si un jour vous ouvrez un commerce, une petite boutique ou bien un bar, n'hésitez pas à utiliser une de ces typographies, que ce soit la Mistral, la Banco, la Choc, la Nord, la Antique-Olive Nord, la Antique-Olive Italique. Ouais, ça va redonner un petit peu de caractère aux rues et en plus Roger Excoffons il a vraiment fait un travail de dingo en fait. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager évidemment, ça nous ferait très plaisir. Et à vous abonner. Oui. Ciao. Ciao. Ciao.